c'est dramatique. La protection des femmes et des enfants victimes, alors on rappelle, on dit femmes et enfants victimes parce que c'est plus que la majorité, je crois que c'est 90% des cas dans les violences intrafamiliales, mais ça peut s'appliquer évidemment aux hommes. Ça doit passer par quoi ? Ça doit arriver par où les premiers changements ? C'est le dépôt de plainte, la prise en charge de ça, c'est les services sociaux, c'est par où on commence à éliminer le problème ? Ouais, alors éliminer le problème, là c'est sur de la prévention là. Pour moi, la prévention pour l'instant c'est encore compliqué. Je pense que déjà on doit être dans l'action parce que pour la prévention j'ai pas beaucoup de solutions à part quelques outils dont je parlerai après, mais plus sur l'action d'abord parce que là la prévention je suis un peu à court finalement. Sur l'action, bon évidemment le dépôt de plainte, ça pour moi c'est vraiment le b.a.-ba et il faut vraiment pas avoir peur même de déposer juste des mains courantes quand on se sent pas encore les capacités d'aller vraiment déposer une plainte. Mais comment on sort, je pense, de l'engrenage, c'est des preuves. Ça passe par tous les moyens. Ça passe par écrire des mails à ses amis, à sa famille, à des personnes, en fait, pour attester de choses qui arrivent. Donc, quand on veut pas les déposer plainte parce qu'on a peur, ce que je peux très bien comprendre, surtout qu'on a beaucoup de policiers qui, encore, et je suis très mal rien qu'à le dire, refusent des plaintes pour les violences faites aux femmes parce que ne sont pas intéressés. Alors maintenant, il y a un commissariat dans le 20e arrondissement, je crois, qui est spécialisé vraiment là-dessus, qui est formé. Ils ont des équipes formées, mais en fait, on disait pourquoi les policiers refusent. Mais parce qu'en fait, il y en a, ça ne les intéresse pas. Un homme à 23 heures, à la fin de sa semaine, en fait, il n'est pas très intéressé de savoir que monsieur et madame se sont chamaillés et que madame s'est pris une grosse gifle. Voilà. C'est terrible, hein, mais c'est la réalité. Heureusement, c'est en train de changer et les commissariats sont en train d'être formés pour ce genre de choses. Et en fait, il y a un référent violence conjugale qui est normalement formé dans chaque commissariat. C'est vraiment un référent sur ce sujet-là, qui est censé pouvoir du coup recevoir ce genre de plainte. Parce qu'il faut une écoute empathique en fait à ce moment-là. On ne peut pas juste prendre un dépôt de plainte de manière très classique. Donc déposer plainte, vraiment. Excuse-moi, il y a mon chat qui nous embête. Et voilà, se constituer des preuves. Donc vraiment, pour moi, c'est écrire. Parce que le truc, c'est qu'à l'oral, c'est un peu compliqué encore. Les preuves à l'oral sont compliquées. Donc faire des textos, dire à son ami quand on peut et quand son téléphone n'est pas surveillé par son compagnon violent, je me sens pas bien, ça se passe mal à la maison. Voilà, se constituer des preuves à soi-même. Parce que c'est comme ça qu'on commence à créer un faisceau d'indices qui permet ensuite de dire voilà ce qui m'arrive, c'est réel en fait. Et ne surtout pas minimiser ce qui nous arrive. Donc une gifle, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Voilà, une gifle, c'est pas possible. Évidemment, une gifle sur toute une histoire amoureuse de 20 ans et jamais rien d'autre parce qu'un jour tout le monde s'est échauffé. Mais même une gifle, pour moi, ça doit pas être banalisé en fait. Donc voilà, se constituer des preuves, pour moi, c'est la première chose. Et ensuite, quand on arrive vraiment dans des choses de danger imminent, il y a un outil, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, si, ça s'appelle l'ordonnance de protection. Ça a été mis en place maintenant il y a un moment, mais le processus a été vraiment très, très renforcé cette année et l'année dernière. Donc l'ordonnance de protection, c'est quoi ? C'est quelque chose qui permet de saisir les tribunaux de manière extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on va on va au greffe, on dépose une requête. Dans les 48 heures, on a une date d'audience. Et cette ordonnance de protection, elle sert en cas de violence vraisemblable. Je dis bien vraisemblable parce que il n'y a pas besoin d'avoir une trace physique de violence. Il faut qu'il y ait un faisceau d'indices qui montre qu'il y ait violence. Et dans le cas de danger imminent. Danger imminent, c'est-à-dire que le danger doit être actuel tout de suite. Je ne sais pas, monsieur, il essaie de trouver avec un couteau quelque part, il est très très énervé, il rôde autour de la maison et on commence à avoir très très peur et on se pose des questions sur il va nous arriver quelque chose. Ou simplement... on est sous le même toit et il commence à se montrer très violent. Il a collé 4 fessées à la gamine, il commence à monter en puissance et on s'inquiète très fortement. Et ça permet vraiment d'agir de manière très rapide. Normalement, l'ordonnance de protection, à partir du moment où une date d'audience est rendue, le juge doit la rendre dans les 6 jours. Donc c'est vraiment très rapide. En moyenne sur Paris, parce qu'il y a quand même certains aléas, une ordonnance, elle est rendue maximum dans un délai de 30 jours. Ce qui est quand même exceptionnel pour la justice. Hein. Ça paraît long pour des gens qui se trouvent victimes de violences, mais c'est extrêmement rapide. Hein. C'est vraiment... Parce que quand tu dis 6 jours, parce que malheureusement, ça fait l'actualité en ce moment encore et encore. Et il y a eu récemment à Mérignac, qui est à côté de chez moi, à côté de Bordeaux, ce type de violence où la mère a été brûlée vive dehors. Non, je n'ai pas pu le dire. Mais tu te rends bien compte que 6 jours, ça sert à rien. Si elle avait appelé, tu vois, c'est ça qui est fou quand il y a une menace de mort imminente.
C'est pour ça que je te parle de prévention. C'est pour ça que tu me parles de prévention et la prévention, je te dis, et la prévention quoi? En fait, il y a des choses, ça c'est bien après, c'est-à-dire que cette chose-là, c'était une récidive de ce monsieur. Il s'était passé des choses déjà. Bien sûr. Voilà, donc tu vois, on est déjà dans l'après en fait. Mais les ordonnances de protection, elles ont quand même pris leur place quand même un petit peu. Alors évidemment, dans ce cas-là, l'ordonnance de protection aurait servi à rien de toute façon. Voilà, mais de base, elle sert justement à éloigner. L'ordonnance de protection, c'est éloigner le conjoint violent, le conjoint, et pas forcément dans l'habitation. Attention, ça peut être des gens qui cohabitent ensemble ou qui vivent ensemble, mais ça peut être aussi même sans cohabitation. Donc même avec un conjoint pour lequel on est séparé, ex-concubin, ex-conjoint, eh bien, cette ordonnance, elle peut marcher aussi, et ça se trouve en cas de violence sur le conjoint ou sur les enfants. Donc l'un des deux ou les deux. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ou à partir du moment où cette ordonnance est rendue, il y a quand même des sanctions pénales derrière. C'est-à-dire que si quelqu'un la viole, il y a quand même 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende qui sont encourus. Et je l'ai vu, moi, dans 2-3 dossiers. C'est très violent, ça va très vite, pour le coup. Mais voilà, il y a des situations sur lesquelles, malheureusement, c'est trop tard. Est-ce que la justice française est plus à l'écoute des violences, dans les violences intrafamiliales, les violences faites aux enfants ou aux femmes? Est-ce que tu vois se dessiner une tendance? Non, alors, en plus, les enfants, ça dépend de quel âge a l'enfant, parce que du coup, il y a un autre acteur qui intervient, qui est le juge pour enfants, qui intervient en même temps que le juge aux affaires familiales. C'est vrai que moi, pour l'instant, je suis plus sur du juge aux affaires familiales que du juge pour enfants. Mais quand il y a des violences faites aux enfants, la réaction, elle est 2 fois plus rapide. Ok. Voilà. Ça, en tout cas, je l'ai vu dans justement le dernier dossier que j'ai eu, où je t'en parlais rapidement. C'est donc une maman qui a emmené son enfant à l'hôpital parce que quelqu'un lui a dit, sa nounou lui a dit qu'il avait des bleus au niveau de la tête. La forme de sa tête était bizarre, ce que la mère n'avait pas vraiment remarqué. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital. En fait, la gamine avait double fracture, des petites fractures sur la tête. Alors, l'enfant va aller très bien, mais cliniquement, il s'est passé quand même des choses. Et il y a eu un discours incohérent entre la mère et la nounou. C'est-à-dire qu'il y en a une des deux qui a menti sur la date à laquelle elle s'est rendue compte des violences. Et à partir du moment où il y a eu ce doute-là, une assistante sociale est arrivée à l'hôpital. L'hôpital a fait un signalement au procureur. 4 jours plus tard, l'enfant qui devait sortir de l'hôpital s'est retrouvé placé en pouponnière, séparé de ses parents. Suspicion de violence. Voilà. L'enfant a été restitué à ses parents 6 jours après. On s'est vraiment battu beaucoup parce que, et j'en étais persuadée, il n'y avait pas eu de violence du côté des parents. D'ailleurs, pas non plus du côté de la nounou. Je pense sincèrement qu'il y a eu soit un accident, soit peut-être un autre enfant de chez la nounou qui aurait fait quelque chose. Enfin, bref, histoire encore, on n'a pas le fin mot de cette histoire, mais du coup, pour te dire la réaction très rapide de violences faites sur les enfants, les hôpitaux, ils sont obligés de faire des signalements. Dès qu'il y a des choses qui sont faites sur les enfants, il y a signalement, et l'engrenage judiciaire se met en place très très vite, pour le coup. Voilà. C'est rassurant pour les enfants. Ça l'est un peu moins pour les parents. Dans le dossier où je l'ai eu, c'était absolument horrible pour les parents. Moi, j'avais la mère au téléphone, ça a été traumatique, quoi. Séparée de son enfant de 5 mois pendant une semaine entière, sans raison valable, entre guillemets, c'était très très violent. Mais au moins, on est sûr qu'il n'y a pas eu de violence faite aux enfants. Voilà. C'est vrai que ça m'est arrivé une fois d'amener ma petite aux urgences, et on sent tout de suite que le personnel médical, en revanche, il est formé à poser des questions assez poussées sur est-ce qu'il y a eu violence ou pas. C'est très intrusif quand il n'y a pas de violence, évidemment, parce qu'on se sent pris en faute alors qu'on a rien fait. Mais quelque part, on est d'accord que c'est une mesure qui est rassurante pour se dire qu'il y a quelque chose qui est fait à l'extérieur et dans les hôpitaux. Ouais, pour les enfants surtout, je fais juste un mot là-dessus en fait, ils ont mis en place tout un système, surtout dans le Val-de-Marne et encore plus pas le Val-de-Marne, pardon, en Île-de-France, encore plus dans le 92 sur les bébés secoués. Parce qu'en fait, il y en a eu énormément, et du coup, le protocole mis en place suite aux bébés secoués fait qu'il n'y a pas la place au moindre doute, quoi. Voilà. Donc, surtout sur des enfants qui parlent pas, en fait, parce qu'évidemment, un enfant qui parle, on peut l'interroger, on peut lui poser quelques questions. Et un enfant de 3 ans, la vérité sort très vite. Mais sur des nourrissons ou des bébés qui parlent pas, et ben du coup ça va très vite. Et bon, heureusement.